Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis à la fois le directeur de la formation CRFPA au sein de la prépa ISP et le professeur de droit des affaires au sein de cette prépa CRFPA. Dans cette vidéo, je vous propose de vous communiquer quelques éléments de correction de l'épreuve 2021 en droit des affaires. Je dis bien quelques éléments de correction car il ne s'agira pas d'une correction intégrale. Celle-ci est réservée aux élèves de l'ISP. Néanmoins, il me semble utile, si vous passez le CRFPA cette année, de consulter cette vidéo à partir du sujet 2021. Nous allons envisager les différentes thématiques, les différents axes qui permettaient d'avoir une très bonne note. Permettez-moi de vous rappeler le sujet, ensuite je ferai quelques commentaires généraux sur ce sujet, et enfin je vous dirai ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. D'abord, le rappel du sujet. Alors, sincèrement, je pense que le sujet est d'une clarté assez évidente. Il est vraisemblable que le jury n'a pas voulu, comme certaines années, sanctionner les candidats qui avaient pris l'épreuve de droit des affaires. Le sujet, voilà, est assez simple, somme toute. Une société anonyme à conseil d'administration, une SACA, qui atteint 5 salariés, un chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 2020. Elle est composée de 3 actionnaires qui sont également les 3 membres du conseil d'administration, sachant que l'actionnaire majoritaire en est également le PDG. Situation donc somme toute assez classique avec une petite société anonyme. Voilà. Nous avons derrière 6 questions. Pour chacune des questions, un barème est indiqué. C'est pas toujours le cas. Regardez les années précédentes, parfois le barème est indiqué, parfois il n'est pas indiqué. Un peu comme dans le cadre de l'épreuve de droit des obligations, ici on a une première question qui rapporte beaucoup de points et derrière une succession de plus petites questions qui rapportent et donc moins de points, on le comprend. La première question est sur 7 points. Il s'agit de s'interroger sur la validité d'un complément de retraite en faveur du PDG actionnaire majoritaire qui a été voté par le conseil d'administration après la démission de l'un de ses membres. Et justement, c'est ce membre qui vous interroge et qui vous demande est-ce que le complément de retraite voté en faveur du PDG est valable? Deuxième question, le mandat du commissaire aux comptes de la société anonyme n'a pas été renouvelé à la dernière assemblée et parallèlement, il y a un projet de transformation de la SA en SAS. Quid du non-renouvellement du mandat et quid des modalités de la transformation de la SA en SAS alors qu'il n'y a pas eu donc de renouvellement du commissaire aux comptes? Troisième question, alors la plus téléphonée de toutes, les statuts de la SAS prévoient une clause au terme de laquelle sont définies les modalités d'exclusion d'un associé. En l'occurrence, l'associé qui vous interroge. Quid de la validité de cette clause? Ça, c'était la première partie, droit des sociétés. Deuxième partie, sur moins de points, puisqu'il ne reste plus que 8 points, on rentre dans le champ des procédures collectives. La société connaît des difficultés financières. Que va-t-il se passer? À titre liminaire. Deuxième question, l'administratif qui a démissionné, donc, on retombe toujours sur la personne que l'on conseille, risque-t-elle quelque chose du point de vue de sa responsabilité en raison de ses difficultés financières nouvelles? Enfin, elle détient une créance en compte courant. Peut-elle récupérer cette somme alors que la société a été placée en liquidation? Parallèlement, elle-même a une dette à l'égard de la société en liquidation, puisque une avance lui avait été faite en remboursement de frais, et
Cette avance n'a pas donné l'occasion, en raison de sa démission, à la couverture des frais. Elle doit cet argent à la société. Quid? Quelques commentaires donc sur cette épreuve de droit des affaires et non de droit des obligations, comme je l'ai indiqué sur le PowerPoint. D'abord, une épreuve très hétérogène. Parfois difficile, parfois très simple. Parfois difficile, on va dire que les 2 premières questions sont un peu difficiles. La première question, pour l'essentiel, est un peu difficile, et encore, les autres sont quand même, somme toute, assez simples. Le sujet repose sur une base commune, mais on l'a dit, c'est très light. Les faits communs prennent 5 lignes. C'est la partie, la société anonyme, un conseil d'administration, son chiffre d'affaires, ses 3 actionnaires, ses 3 membres. Autrement dit, quand vous voyez un sujet comme ça, quand vous identifiez un sujet où il y a une base commune de 3 lignes et puis 6 questions derrière, vous voyez très bien le sujet qui est finalement très technique. Ça veut dire quoi, un sujet technique? Ça veut dire un sujet où les difficultés ne seront pas tant dans la construction, dans la structuration de votre réponse, mais dans la connaissance de celle-ci, dans l'analyse des textes et éventuellement de la jurisprudence. Le sujet est assez long à la lecture, puisque globalement, il y a 1,5 page de sujet. On pourrait se dire que, a priori, la réponse va être tout aussi longue. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas. Dans le cadre de la vidéo sur le droit des obligations, je le dis, le sujet est long et la correction est très longue. Ici, le sujet est long, la réponse, la consultation est courte. Certaines questions ne nécessitent qu'un syllogisme en tout et pour tout pour résoudre la question. Donc, un sujet plutôt court. 2 matières. 2 matières sont concernées. Alors, vous savez que l'épreuve de droit des affaires au CRFPA, c'est le droit des affaires au sens du droit commercial, la question du commerçant, des actes de commerce, du fonds de commerce, du statut des baux commerciaux. Une question qui me semble importante pour cette année, notez-le. Il y a le droit des sociétés, les aspects généraux et spéciaux. Il y a le droit des entreprises en difficulté et il y a le droit bancaire ou des effets de commerce, puisque ce n'est pas tout le droit bancaire qui est concerné. Ici, on a donc une moitié du programme de l'épreuve qui est concerné par ce sujet. Encore que, on va bien le dire, on est loin d'avoir exploré tout le droit des sociétés et tout le droit des entreprises en difficulté à l'issue de cette épreuve. Donc, globalement, c'était pas un sujet difficile en termes de connaissances. C'est un sujet qui est équilibré dans les points. La première question, qui est la question ouverte, qui est la question difficile, rapporte 7 points. Il fallait, en tout cas, arriver à la dépasser parce que les 13 autres points pouvaient être recherchés, on va dire, plus aisément. Allez, au moins sur les 4 dernières questions, c'était assez facile. Il fallait réaliser les questions dans l'ordre. Alors, pardon, des questions avec un S, il fallait réaliser les questions dans l'ordre. Pourquoi? D'abord parce que c'est pris en compte de la notation. Ensuite, parce qu'il y a une logique. Que ce soit les 3 questions sur les droits des sociétés, et elles se suivent. Que ce soit les 3 questions en matière de procédure collective, et elles se suivent. Toujours répondre aux questions dans l'ordre de toute façon. Ça, c'est un conseil méthodologique très important que je vous donne. Ça a un impact fort sur l'esprit du correcteur. Un correcteur qui voit quelqu'un qui ne traite pas les questions dans l'ordre va immédiatement conclure que le candidat n'est pas bon sur les questions qu'il n'a pas voulu traiter dans l'ordre prescrit par le sujet. Il va donc d'entrée décider de retirer des points alors qu'il n'a pas lu la moindre chose. C'est inconscient, mais c'est tout à fait réel. Donc une des stratégies d'examen et de concours, c'est toujours faire les questions dans l'ordre, même si ça implique de se heurter à des difficultés sur des questions difficiles. Il faut bien gérer son temps pour aller vers les questions dont on connaît la réponse et qui arriveront après. Sur le fond et sur la méthode, je l'ai dit, il y a une question ouverte à l'origine, une 4e question qui est une vraie question de conseil, quand on nous demande l'orientation, que va-t-il se passer dans la procédure? On peut parler alors aussi de questions ouvertes et de conseils. Et 4 questions fermées, somme toute, encore une fois, assez techniques. Voilà, ça c'est les commentaires généraux sur l'épreuve. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Alors vraiment, plus l'épreuve est technique,
plus c'est évident, il ne faut pas perdre de temps au brouillon. Déjà, c'est une question commune presque à toutes les épreuves du CRFPA. Le temps qui est imparti pour la réalisation de l'épreuve tient compte de quelqu'un qui sait gérer son travail au brouillon. Il est impossible de faire toute l'épreuve au brouillon pour refaire derrière toute l'épreuve et la recopier au propre. C'est littéralement impossible. Même si là, l'épreuve n'était pas très longue dans sa résolution, il y avait tout un temps de recherche dans le code, et ce temps de recherche dans le code, il n'est pas réalisé en amont de la rédaction, il est réalisé pendant la rédaction. Quand vous serez avocat, vous n'aurez pas le temps de tout faire une fois au brouillon et de tout faire ensuite au propre. Vous attaquerez votre propre très rapidement après avoir structuré votre pensée. Il ne fallait pas non plus perdre trop de temps dans le ou les codes. Il faut, dès maintenant que vous savez préparer le CRFPA, il faut dès maintenant vous dire que la préparation à laquelle vous allez vous soumettre, soit individuelle, soit en prépa, soit à l'IEJ, peu importe, cette préparation, elle doit se faire avec votre meilleur ami, le code avec vous. Vous devez apprendre à travailler avec les codes. Beaucoup de candidats au CRFPA font comme à l'université. Et j'ai été à l'université à votre place, et je vois encore mes élèves le faire, mes étudiants le faire. On sort, on dégaine les codes, globalement, quand on doit faire un devoir à la maison, et pour certains, on dégaine le code le jour des épreuves, des partiels. Là, il faut travailler toute l'année avec votre code. Votre code va être votre arme principale. Il faut que vous appreniez à l'utiliser tout au long de l'année, pendant vos révisions. Il ne se passe pas un jour où vous travaillez le CRFPA et où vous n'avez pas les codes, en tout cas s'il s'agit de travailler les matières techniques et notamment le droit des affaires. Gagner du temps dans le cadre de l'épreuve du CRFPA, surtout en droit des affaires, c'est connaître très bien la structure de son code, de ses codes, et je pense notamment à la partie procédure collective, qui est assez touffue, assez complexe, ou encore le droit de la société anonyme, puisque c'est ce dont il est question. Les articles L225 et suivants vont très loin, il y a plus de 250 articles L225 et quelques. Il ne fallait pas perdre du temps à chercher de la jurisprudence, car à l'exception de la première question, on va dire, où une bonne partie des réponses sont portées par la jurisprudence, le reste de l'épreuve se fondait largement sur les textes et sur la réflexion. Bien sûr, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de ne pas voir que la première et la quatrième question étaient des questions ouvertes, et les traiter comme des questions fermées, ou vice-versa, traiter les questions fermées comme des questions ouvertes. Là aussi, c'était extrêmement piégeux. Pourquoi ? Parce que vous risquiez de dépasser le temps de l'épreuve, alors que franchement, les réponses étaient plutôt courtes. Pour ça, il faut apprendre à céder du barème. Puisque la première question est sur 7 points, je comprends que la réponse, finalement, va être un peu plus longue, et donc que c'est probablement une question ouverte. Parce que les autres questions sont sur 2 ou 3 points, les réponses doivent être courtes. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais vous avez dit que la quatrième question, c'est une question ouverte. Oui, parce qu'on nous le dit. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc forcément, c'est ouvert. Mais la réponse, le contenu de la réponse, finalement, a été assez rapide. Voilà. À l'opposé, même si la première question est sur 7 points, il ne faut pas se focaliser sur elle au point d'oublier d'aller chercher les 13 autres points derrière. Beaucoup de candidats ont été pris par le temps, alors que franchement, sincèrement, avec une bonne stratégie, avec de bons entraînements, il était quand même très difficile ici, mais vraiment très difficile ici, eh bien, de ne pas finir l'épreuve, si on était bien entraîné. Après, ça arrive à tout le monde d'être pris par le stress, etc. Je le comprends parfaitement. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Première chose, il fallait très précisément lire chacune des questions. Pourquoi ? Parce qu'on nous aide beaucoup. On nous aide beaucoup dans les questions. Je vous lis la première question. Enfin, je vous lis la fin de la première question. Madame Marie-Louise, celle qui vous consulte, vous demande quelles sont les possibilités juridiques pour remettre en cause la délibération votant l'octroi de complément de retraite, et notamment les conséquences juridiques d'un conseil d'administration composé à 100% d'hommes. Donc, c'est une question ouverte. Quelles sont les voies de droit pour remettre en cause
eh bien, la délibération litigieuse. Au passage, je vous donne une des pistes à envisager. Il y a un conseil d'administration composé de 100% d'hommes. En plus, si vous alliez chercher la question eh bien, de la composition du conseil d'administration, vous tombiez sur l'article 225-17, et ce texte vous amenait aussi à envisager d'autres voies de droit. Autrement dit, il y avait un indice énorme dans la question. Donc, bien lire la question jusqu'au bout, bien penser à la façon dont elle était structurée, cette question, pour comprendre qu'on nous aidait. De la même manière, la question 4, on nous dit très clairement, Madame Marie-Louise vous interroge sur votre analyse de la situation, des difficultés financières, et sur toutes les procédures pouvant être initiées afin de faire face à ces difficultés. On vous dit très clairement, première étape, analyser la situation financière. Est-ce que c'est des difficultés insurmontables? Est-ce que c'est un état de cessation des paiements, etc. Et deuxième, quelles sont les procédures qui peuvent être engagées? Vous voyez, il y avait un effort de la part du jury de vous guider dans les réponses. Après, le jury ne vous donnait pas toutes les réponses. Il fallait rechercher les textes, car je vous l'ai dit, de très nombreuses questions, trouver des réponses dans les textes, les questions les plus simples, et il n'y avait que 2 questions sur la jurisprudence, et en plus de la jurisprudence extrêmement connue. Il y avait un peu d'actualité, puisqu'une partie des questions portaient sur les lois de 2019, et notamment la loi Pacte de 2019. Bon, enfin, c'est l'épreuve du CRFPA 2021. Hein. La loi Pacte, d'ailleurs, il fallait qu'elle rentre en vigueur pour que la question soit posée, et c'était assez simple de savoir qu'on allait finir par avoir des questions dessus. De manière générale, je ne cache pas mon plaisir d'avoir dit à mes élèves l'année dernière qu'il y aurait une grosse partie des questions qui concerneraient le droit des sociétés, et un certain nombre d'éléments avaient été envisagés. Je pense à la première question d'ailleurs, on va défiler rapidement, hein, mais encore une fois, le but c'est de vous mettre sur des pistes, il ne s'agit pas d'une correction intégrale. La première question, c'est la question ouverte. Comment remettre en cause le complément de retraite? Tout était dans la question. Déjà, on a un conseil d'administration de 3 personnes qui est passé à 2 personnes. Il est dit sous-numéraire. Quid de la nullité des libérations pour un conseil d'administration sous-numéraire? Deuxièmement, et l'indice était donné, il y a un déséquilibre homme-femme puisqu'il n'y a que des hommes. Ça, donc, c'était pour, on va dire, l'aspect institutionnel. Il y avait aussi à discuter de la révocation elle-même, et il y avait à discuter du montant du complément de retraite. Et là, c'est là que jouait la jurisprudence. Discuter du conseil d'administration sous-numéraire, discuter du déséquilibre homme-femme, je vous l'ai dit, c'était les textes. Discuter de la régularité de la révocation, c'est la jurisprudence. Discuter du caractère excessif du complément de retraite, c'est la jurisprudence. C'est des gros arrêts à connaître, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Donc, voilà, ça c'est la première étape. Il y a une autre question, la jurisprudence essentielle, et c'était tout, sinon c'était dans les textes. D'ailleurs, la deuxième question, sur le non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes dans la société anonyme, c'est une nouveauté de la loi Pacte. Par contre, s'il y a une transformation, il faut bien un commissaire à la transformation. Troisième question, c'était la question la plus téléphonée et la plus attendue. Ça fait référence à l'arrêt le plus important du XXIe siècle en droit des sociétés pour beaucoup d'auteurs et votre serviteur également, un arrêt de la Chambre commerciale du 23 octobre 2007 sur l'exclusion d'un associé dans une SAS. C'est absolument téléphoné, on connaissait la jurisprudence, on pouvait résoudre la question, c'était extrêmement simple. D'ailleurs, 3 points vraiment donnés cadeau. On attaque maintenant la partie procédure collective, on retombe finalement sur une question, eh bien, un peu ouverte. Regardez comment ça a été fait donc. La première question sur la partie société est une question ouverte, puis se suivent 2 questions fermées. On attaque maintenant la deuxième partie du sujet sur les procédures collectives, et de nouveau, le jury pose une question ouverte, identifier les difficultés, donc ici, identifier l'état de cessation des paiements, sachant qu'on vous donne 2 éléments d'actifs et 2 éléments de passifs. Est-ce qu'il
il rentre dans l'actif disponible et dans le passif exigible, et pas disponible comme je l'ai écrit là. Donc il fallait discuter de ces deux créances, de ces deux éléments d'actifs et de ces deux éléments de passifs. C'est pas le bout du monde pour quiconque a jamais fait des procédures collectives. Là aussi, je dis même que les entraînements que j'avais donnés à mes élèves étaient beaucoup plus durs que celui-ci. Et derrière, il fallait retenir la conciliation, la possible conciliation, et exclure la sauvegarde parce que on est déjà en état de cessation des paiements. La question d'après, nous amène à envisager, je l'ai dit, la responsabilité éventuelle de l'actionnaire démissionnaire du conseil d'administration. Mais enfin, je trouve que la question était, alors là pour le coup, la question numéro 5, elle était sur 2 points. J'avoue que j'ai même du mal à la comprendre, parce que quand on regarde les dates, les difficultés surviennent après la démission de la personne qui nous interroge. Donc forcément, là aussi, c'était 2 points assez cadeaux. Dernière question, plus intéressante, plus questionnante, on va dire. Dernière question qui n'était pas beaucoup plus dure, mais tout de même, là, il fallait aller les chercher, les 3 points. C'était sur l'application des règles au cours de la période d'observation de la société et dans le cadre aussi de la liquidation. Tout simplement parce que on faisait application de l'interdiction de payer les dettes antérieures au jour d'ouverture de la procédure et de la déclaration et des vérifications de créances. Alors, si je dois conclure, l'épreuve de droit des affaires, c'est pas toujours l'épreuve la plus facile. Il fut un temps même où